Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Crème de Café, le podcast où l'on prend le temps d'écouter celles et ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, je reçois une femme de conviction, discrète mais redoutablement déterminée. Elle a cru à un projet un peu fou, injecter des médicaments sans aiguille. Et elle y a cru pendant plus de 20 ans. Xavière Castano, c'est l'histoire d'une cofondatrice qu'on n'attendait pas forcément au premier plan. Et pourtant, elle est restée, elle a tenu, elle a porté Cross-Jack avec exigence, humilité et aujourd'hui avec une voix qui compte. De la pharmacie à la RSE, de l'ombre à la lumière, de la technique à l'impact sociétal, elle nous raconte tout dans cette émission. Son moteur, donner du sens, sauver simplement et inspirer au passage toute une génération d'entrepreneuses. Installez-vous, servez-vous un bon café. C'est l'heure d'un échange à cœur ouvert avec Xavière Castano. Bienvenue dans Crème de Café, le podcast qui allie l'énergie du business à la douceur des rencontres. Ici, le café, c'est le côté vif, intense et passionné. Une émission où l'on prend le temps pour écouter celles et ceux qui ont choisi de vivre autrement, de penser autrement, de créer, de bousculer et de tracer leur propre route. Bref, de prendre en main leur destin. Et la crème, ce sont des invités brillants, authentiques et généreux dans leur partage. Bonjour Xavière. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Qui est Xavière Castano ? Mon Dieu. Alors là, on veut tout savoir. On a combien de temps ? T'as tout le temps que tu veux. Non, c'est une bonne question. Au départ, une jeune fille qui veut faire des études, donc qui s'embarque dans les études de pharmacie. Qu'est-ce qui a inspiré le côté santé, pharmacie au Je départ ? pense que c'est déjà une certaine humanité, une envie de soigner, d'aller vers les autres humains. Ouais. Et donc comme c'était pourtant compliqué, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin, donc j'ai doublé ce cursus d'un diplôme d'ingénieur. Ingénieur en quoi ? En matériaux. Donc plutôt une orientation déjà mécanique. Un peu mécanique, dispositif médical. Ouais. Ah, lié au médical ? Oui. D'accord, encore, ok, ouais. oui, c'est pas la mécanique auto. Non, pas vraiment. J'ai mes limites. Et au-delà de ça, comment est venue l'idée de partir dans l'entrepreneuriat ? En fait, je suis arrivée à Dijon pour mon premier poste. Et le projet sur lequel on travaille encore, il était initié au sein des laboratoires Fournier. Donc en fait, c'est par ce biais-là que je suis rentrée sur le projet. Donc en allant travailler chez Fournier ? Chez Fournier, oui, pour mon premier poste, ma première venue à Dijon. Et au bout de quelques mois, le laboratoire a décidé de se désengager du projet, mais nous a laissé l'opportunité, avec Patrick Alexandre, notre deuxième fondateur de Cross-Jack, de récupérer les brevets et de nous lancer dans l'aventure, puisque le projet a été bien engagé. Et donc, on a pris le TGV, on est monté à Paris, on a rencontré des financiers, ils ont été aussi séduits par le projet, ils ont dit on vous suit. Et donc là, il a fallu prendre la décision de partir à l'aventure. Alors, quand je suis arrivé à Dijon, j'ai commencé chez Fournier. Avant Dijon, Xavière Castano, elle était où ? Elle était à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon. Ah, d'accord, donc origine Lyon. Oui, on va dire. Voilà. En vrai, je suis stéphanoise. Mais oui, bon, c'est j'ai pas fait loin, mes études. c'est pas loin. Non, mais les Lyonnais, les Stéphanois s'aiment pas trop à cause du foot, mais oui, c'est mais notre histoire. aller les verts, aller les blancs, on peut dire les deux, ça c'est pas un problème. Mais ceci dit, donc, c'est le professionnel qui t'a amené à Dijon. C'est ça. D'accord. Comme quoi on peut trouver un emploi à Dijon en venant de Lyon. Oui, voilà, mais... Oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi mais je viens c'était de la ma campagne. limite nord, hein, quand même, hein. Je ne serais pas montée plus. Ah, mais bientôt, il fera aussi chaud dans le nord qu'en bas. Hein. Est-ce que tu as déjà fréquenté cet hôtel ? Oui, par curiosité, parce que j'aime bien les endroits, découvrir des nouveaux endroits à Dijon, donc j'étais venue T'es déjà venu voir quelques semaines après l'ouverture. Ah ouais, ok, bah écoute, c'est bien. Donc Patrick Alexandre, cette rencontre s'est faite comment ? Parce que c'est une rencontre très importante dans ta vie. Ah oui. Au sein des laboratoires Fournier, on était déjà sur le projet. Mais en fait, vous travaillez dans le même labo ? C'était le chef de projet et moi j'étais le pharmacien qui devait mettre en place les essais pour montrer qu'on avait une bonne idée. Donc plutôt côté produit ? Non, là on était vraiment en recherche et développement. Recherche et développement ? Ouais, on était sur la paillasse, le laboratoire. Il a fallu construire une maquette pour faire les toutes premières mises au point du système. Et je vais revenir un peu en arrière. Oui. C'est toujours intéressant de savoir l'origine des choses, mais quel est le déclic qui vous a, tous les deux d'ailleurs, et toi en particulier, qui a fait que tu t'es lancé là-dedans avec une perspective mais très, très
très lointaine. Hein. Alors, oui, alors... Il y a dû se passer quelque chose, quelque part. Oui, il y a deux petites choses. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études et ma thèse sur la seringue avec aiguille. Donc, quand je me suis vue proposer un projet d'injecteur sans aiguille, je trouvais qu'il y avait une certaine cohérence. Et après, le projet était, même si on ne sentait pas encore que c'était une grande aventure, il était passionnant parce que dès qu'on parlait de cette technologie, on sentait déjà que les futurs patients ou les gens à qui on expliquait notre concept trouvaient qu'il y avait vraiment c'était génial, qu'il y avait un débouché, forcément, une attente quelque part derrière. Une vraie bonne idée. Par contre, le projet, c'est marrant, en regardant dans le rétroviseur, ça devait être un projet assez court terme. Puisqu'on était sur un dispositif médical. Les premiers 18 mois avaient été quand même super efficaces, on avait bien avancé. D'accord. Donc quand on a décidé de créer Croject, on n'était pas sur les horizons qu'on a expérimentés. Oui, parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Et au-delà de ça, ce projet que vous voyez au départ à court moyen terme, donc on sait toujours que la recherche de toute façon c'est long, oui. Il s'est transformé en plusieurs dizaines d'années, hein, on peut dire ça aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les difficultés qui ont fait que ça dure aussi longtemps? Est-ce que c'est le produit lui-même, la mise au point, ou est-ce que c'est tout ce qui gravite autour de la validation et de l'acceptation d'un nouveau produit dans la santé, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, contraintes, réglementation, etc., etc., etc. Ouais, avec le recul, moi je vois bien quand même deux phases bien distinctes. C'est la création de Croject et toute la première phase, donc c'est une dizaine d'années. Bon, là, on est encore au laboratoire, on fait des mises en point, même si on a des clients, des programmes de développement, si on commence à faire des études cliniques. Donc ça, c'est vraiment une phase particulière. Et dans cette phase-là, ce qui est complexe, c'est complexe tout le temps, mais c'est d'aller chercher des financements. Donc en fait, comme on était une petite équipe, le projet était quand même pas encore très abouti, on allait souvent chercher tous les 6 mois un financement, on dépensait cet argent pour faire avancer le produit et avec les avancées qu'on avait eues, on retournait chercher des financements et des clients pour des programmes de développement. C'est le même principe que la recherche pour le cancer, les finances, oui, c'est le même principe pour la même chose, les projets de recherche. Donc l'argent cadence quand même aussi l'avancement du projet. Ça donne le rythme en fonction des budgets qu'on récupère. Ouais, donc déjà, là, il y a une différence entre, on va dire, l'Europe et les États-Unis, ou le milieu anglo-saxon. C'est qu'il y avait un projet qui était un petit peu sur le même avancement que nous. Eux, ils ont tout de suite eu un gros financement pour avancer beaucoup plus vite que nous. D'accord, donc c'est ce qui donc nous, c'était ça les conseils, on va dire, tous les 6-12 mois, il fallait retrouver le financement. Donc, aujourd'hui, face à cette démarche, le produit en est où? Il est dans la phase... finale, on peut dire qu'il est final, il est conçu, oui. Il fonctionne. Oui. Les produits qui vont dedans, on les a, ils fonctionnent. Quel est le but? Quelle est la cible? Quels sont les patients? Quel type de pathologie est concerné par ce produit? Alors le premier produit, il sera commercialisé aux États-Unis. Ah, pas chez nous? Non, parce qu'ils sont venus, Comment se fait-il? Ils ont dit, nous on veut ce Zeneo, donc qui contiendra du midazolam et il va être pour une application un peu particulière puisqu'on a signé un contrat avec la BARDA, donc qui est une institution qui détecte des innovations pour rendre service aux citoyens américains. Tout à fait. Il servira en situation de crise, crise chimique, attaque chimique ou terrorisme, pour fluidifier l'évacuation des blessés. C'est-à-dire, excuse-moi, je me permets de te couper, ça veut dire que, par exemple, une attaque NBC, une bombe sale, comme on dit, qui empoisonne tout le monde, donc cet appareil, sur les urgences, Nous, il est très ergonomique, notre système, il est vraiment facile à utiliser, donc même des personnes qui ont une combinaison de protection en cas d'attaque, peuvent faire des injections sur des personnes blessées pour faciliter, c'est une espèce de calmant pour faciliter l'évacuation.
D'accord, j'avais cru comprendre que c'était destiné peut-être aux cas d'urgence cardiaque, oui, etc. Alors on a 7 programmes qui sont à différentes phases de développement. Et là, pour l'instant, les indications cibles, c'est vraiment des situations de crise, donc où la personne ne se trouve pas dans un contexte médical et doit très rapidement s'injecter, s'auto-injecter ou demander à quelqu'un de l'injecter très rapidement. C'est comme si j'étais piqué par un serpent qu'il fallait me piquer d'urgence avec un antidote. Un antivenin. C'est exactement ça, oui. D'accord. Donc là, le midazolam a pris le lead, entre guillemets, parce qu'on a signé un contrat, mais juste derrière, on a l'adrénaline qui est utilisée pour soigner le choc anaphylactique, les allergies. Et là, pour les allergies aussi. Oui, il faut une injection dans les 10 minutes et les patients avec lesquels on a échangé trouvent notre solution, comme elle est très rapide et simple à mettre en œuvre, vraiment avec une valeur ajoutée par rapport à un stylo-injecteur. Alors, à quel professionnel de santé ça va servir? Ou est-ce que c'est un produit qui pourrait être vendu au public? Ah oui, après c'est un circuit médicament classique, entre guillemets. C'est le médecin qui fait la prescription, qui identifie la pathologie, qui donne les conseils aux patients. Le patient va à la pharmacie récupérer son Zénéo pour l'avoir en permanence sur lui. Alors je rentre dans le détail du produit, c'est un usage unique? Oui, il est pré-rempli, il n'y a pas de bouton, tout est prêt à être utilisé puisqu'on est dans des situations d'urgence. Donc il y aura des appareils, je sais pas moi, pour le venin, des appareils pour le cœur, des appareils pour... C'est ça. En fait, on décline en fonction de l'indication thérapeutique chaque produit. Tant qu'on y est, il me semble que tu as amené un exemplaire. C'est ça, parce que la démonstration est terriblement efficace. Eh bien voilà, donc le mieux c'est de voir. Ils ne l'ont pas encore vu. Voilà, tu peux nous expliquer comment le système il ressemble à ça. Donc je ne sais pas si tu trouves une comparaison sur le produit. Moi, j'ai pas encore trouvé On dirait un inhalateur. Voilà, vous êtes le plus proche. Donc comme je l'ai dit, il n'a pas de bouton, pas de réglage. Même les gauchers peuvent l'utiliser. Donc il n'y a que 2 étapes. On ouvre le système. Ah, faut enlever le capuchon. Oui, tout de même. On le positionne, donc ça... Ça, c'est le produit. La cible a joué le rôle du patient. Ah, je croyais qu'on allait faire un essai sur notre caméraman. Et on appuie, et le patient est soigné. Là, c'est fort, hein? C'est fort. Le pas. Alors là, on est sur un support qui est un petit peu dur, donc on entend le son. C'est du gaz. Oui, voilà. Quand j'ai appuyé, en fait, j'ai déclenché une réaction chimique. Une réaction chimique qui est très, très rapide. Ah oui, j'allais dire comme ça. En un dixième de seconde, elle est terminée. Et comme toute réaction chimique, on crée du gaz. Ce gaz est confiné, fait augmenter la pression à l'intérieur du système, ce qui permet de pousser le liquide. Impressionnant. Qui passe à travers vraiment un tout petit orifice et le jet est suffisamment cohérent et rapide pour, dans la vraie vie, percer la peau, voire même traverser un tissu et soigner le patient. Impressionnant. C'est dans un petit appareil comme ça, donc il y a plusieurs produits. Je suppose, qui vont se mélanger en 1/1000 de seconde, provoquer une réaction qui va faire du gaz. Et ce gaz donc il doit y avoir le produit final qui doit être quelque part dedans. Oui, en fait, on a il y a une partie qui contient l'ensemble pharmaceutique et une partie qui est plus mécanique pour justement. Voilà, c'est ça. Donc la partie méca et la partie du médicament. Si on peut dire ça comme ça. Eh ben, c'est impressionnant et en tout cas, ça a l'air d'être vraiment efficace. Je suis un peu déçue parce que les Américains, ils font waouh quand on fait l'injection. On aurait pu faire un... Oui, mais c'est les Américains. Les Américains, c'est toujours exacerbé. Les Bourguignons, c'est plus... toujours. C'est même pas bourguignon. Moi, je suis pas bourguignon, mais je veux dire, je reste un peu baba. Je fais pas waouh. C'est interne. Mais voilà, c'est interne. Il y a une jouissance interne, une petite crainte aussi. Je me suis dit tiens, s'il faut me le faire, ça va faire bizarre. Mais non, en tout cas, c'est vraiment une très belle invention et j'ose espérer que malgré tous les aléas liés à l'Europe, à la France, dans la difficulté qu'on a de faire avancer les choses, ce produit va vite voir le jour parce que je pense que c'est très utile. Oui, on est vraiment dans les derniers... Alors, j'utilise souvent cette métaphore, comme dans un marathon. On est dans les derniers kilomètres. Donc, c'est pas les plus faciles, mais on est quand même sur la fin de la constitution du dossier réglementaire qu'on espère déposer Alors là, on parle dans les semaines qui arrivent. France.
Non, on parle aux États-Unis. Ah, ouais. Et donc pour ce qui nous concerne, c'est dans le siècle suivant? Non, pas tout à fait. On va déjà lancer aux États-Unis. Après, les dossiers sont quand même relativement semblables. Il faut faire les petits ajouts et dans la foulée, alors d'ici 12-24 mois, en fonction de l'avancement, on espère pouvoir déposer en Europe. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est que ce soit un succès, que ça fonctionne, mais on est presque sûr que ce sera un succès, vous en êtes convaincu? Oui, je pense qu'on est sur une vraie bonne idée et que ça peut vraiment aider les patients, les professionnels de santé. Donc, il n'y a plus qu'à finir. Moi, je ne peux dire que bravo. Merci. Il y a 20 ans, c'était un challenge fort à relever et aujourd'hui ça va être une vraie réussite. En tout cas, bravo. Après, on peut aussi se dire, il y a 20 ans, finalement on ne sait pas si la société était entre guillemets prête à utiliser notre produit, puisque c'était quand même encore beaucoup les médecins, les infirmières qui faisaient les injections. Et c'est vrai que du coup, après Covid, il y a quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de lignes qui ont bougé et les patients, via les réseaux sociaux aussi, ont quand même déplacé le curseur. Et il y a tout un tas de traitements et de prises en charge qui favorisent l'autonomie. Et donc là, le patient pourra se soigner plus simplement, de façon plus libre. C'est mieux, puis ça coûtera moins cher à la Sécu peut-être. Alors sur le coup, on ne va pas rentrer là-dedans parce que notre système, il est quand même aussi... On s'est positionné sur les mêmes marchés que les auto-injecteurs, mais ça va être aussi quelque chose à négocier. Il va y avoir des discussions, oui, parce que... Voilà. Il va falloir argumenter sur le service médical rendu. Mais objectivement, donc c'est un super produit qui va surtout, puisque je pense que c'était votre objectif, changer la vie des patients. Oui, on est dans cet esprit-là. Donc encore bravo à CrossJect et je propose une petite page de pub pour agrémenter ce podcast. Club Cap Nord, c'est bien plus qu'un réseau. Ce sont des dirigeants, des créateurs, des esprits libres qui se retrouvent pour penser, agir, bousculer, créer du lien dans la convivialité. Cette année, nous fêtons les 30 ans de Club Cap Nord, une manifestation qui se déroulera le 3 septembre à l'espace Taboureau des Accords à partir de 13h30. Nous vous attendons nombreux pour découvrir le programme et passer surtout une super soirée. Et vous aurez l'occasion de retrouver Xavier Castano qui interviendra dans le cadre de la masterclass RSE. Je sais aussi que Xavier Castano, elle est très engagée dans tout ce qui est RSE, innovation, soutien de l'entrepreneuriat féminin, etc., etc. Alors, pourquoi cette démarche forte RSE? Parce que on te voit dans des tas de tables rondes, on te voit parler de la RSE en général, de la RSE, d'ailleurs je ne me suis pas trompé, j'ai dit là, de la RSE dans l'entreprise, appliquée à l'entreprise CrossJect. Et est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette sensibilité RSE? Je ne sais pas d'où elle me vient, mais c'est vrai que la première personne, je trouve ça assez rigolo, qui m'a parlé de la RSE, c'est le banquier qui nous a accompagnés lors de notre introduction en bourse. On reviendra sur l'introduction. Qui s'est bien passée. Après, il m'appelle et il me dit Xavier, j'aimerais savoir, en termes de RSE, où en êtes-vous à CrossJect? Et là, je ne savais pas quoi répondre parce que je ne connaissais pas l'acronyme. Donc il me dit alors vu ton silence, c'est que ça ne doit pas être encore mature. Et là, je me suis dit oui, ça doit être ça. Il m'a dit je reprendrai des nouvelles dans quelques mois. Mais du coup, il avait piqué ma curiosité et j'ai commencé à regarder le sujet. Donc, au début via Internet, en commençant à me renseigner, en participant à différents événements. Donc là, on était en 2019 et un jour, j'ai fait une présentation du projet. Et il y a une responsable nationale chez Franchimie, puisqu'on dépend de la Convention de la chimie, qui vient me voir à la fin de la réunion. Et qui me dit je pense que CrossJect est mûr pour se lancer dans la RSE. Donc les deux propos se sont un peu on fait écho pour moi. Ouais. Et j'ai commencé vraiment à travailler le sujet et aussi à le partager avec Patrick. C'était il y a combien de temps? En 2020. Ça a vraiment été le début. Et on a, comme quand on se lance dans une nouvelle activité, fait un diagnostic, donc accompagné par la région. On a constaté, comme souvent dans les entreprises, qu'il y avait beaucoup de choses
existaient déjà, mais qu'on ne les avait pas vus sous cet angle-là. Et qu'on ne les avait pas formalisés comme il fallait pour être, entre guillemets, reconnus comme une entreprise engagée. En parallèle, on a un peu découvert qu'on était noté pour notre engagement RSE par une société qui s'appelle Etifinance et qui, pour les entreprises cotées, donne un avancement de chaque année des entreprises. Donc vous êtes suivi sur le côté RSE dans l'entreprise. À la demande d'investisseurs. Donc on a regardé notre note, comme on était au début et qu'on n'avait pas beaucoup formalisé les choses, elle était plutôt de 20 sur 100. Et donc en 5 ans, on l'a fait progresser puisque maintenant on a 80 sur 100. Donc c'est toi qui as pris à bras le corps. C'est ça. Et ça a été aussi, on s'est dit, nous, on va s'adosser, ça a été notre référentiel, puisqu'il existait et qu'on avait un indicateur externe qui nous permettait de mesurer notre avancement. On a adossé notre feuille de route à cette... Donc c'est là que vous avez découvert que en fait, les financements sont intimement liés aujourd'hui Oui, c'est une donnée d'entrée. À la RSE. Voilà, c'est ça. Les entreprises engagées pour un certain nombre de financiers, c'est un gage de performance et aussi alors on peut aller même jusqu'à la durabilité, puisque par les temps qui courent, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Il y a des enjeux climatiques qui sont quand même partagés à tous les niveaux de la société. Et une entreprise engagée qui a vraiment fait avancer sa RSE a plus 13% de performance et une durée de vie qui est aussi augmentée. Aujourd'hui, en ce qui te concerne, c'est l'activité principale pour toi, non ? Oui, je te vois dans tous les côtés. Après, quand on crée une entreprise, on a beaucoup de casquettes. Après, il faut savoir aussi transmettre les dossiers pour pouvoir aller vers de nouvelles activités. On va dire que c'est le gros de mon activité qui est quand même relativement lié aussi à ma petite mission relations publiques. Et quel impact cela a-t-il sur la culture de l'entreprise Crossjet ? Alors moi, j'aime bien dire que pour moi, c'est presque même une philosophie. Et ça déconnecte l'organisation de l'entreprise ou la façon de penser que planning, budget, planning, budget, planning, budget. Même si c'est vraiment ce qui est le plus important, puisque nous, il faut qu'on mette notre produit sur le marché. C'est aussi d'avoir des fournisseurs locaux, d'avoir des contrats qui sont presque des partenariats, de se poser en amont, dès l'avant-projet, l'impact d'acheter une machine, quel va être son impact carbone, est-ce qu'elle va être recyclable, est-ce qu'elle va consommer beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est aussi un challenge d'infuser en interne cette façon de voir chaque projet pour maximiser l'engagement de Tout à fait. Et est-ce que ça a un impact, la RSE, sur le coût du produit ? Ça a un impact, mais dans le bon sens, parce que quand on challenge tous les leviers, quand on travaille en transverse, c'est que sur chaque centre de coût, on essaye d'améliorer la performance et de négocier. Finalement, au global, on a aussi des gains au niveau économique. Donc, en fait, c'est pour ça que ça intéresse aussi les financiers. Tout à fait. Dans la chaîne des sous-traitants, etc., c'est complètement impliqué. Totalement impliqué. Finalement, ça touche tous les gens avec qui, toutes les personnes avec qui on travaille, même les futurs patients, que ce soit les professionnels de santé, les financiers, j'en ai déjà parlé, mais nos salariés et même tous les acteurs, le pouvoir public, Oui, tout le monde doit converger sur cette façon de penser. Et au niveau des États-Unis, c'est la même démarche. Est-ce qu'ils sont aussi impliqués que nous et exigeants dans le côté RSE ? Je ne peux pas globaliser, c'est difficile d'avoir... C'est intéressant de savoir ce qui se passe chez eux. C'est difficile de bien sentir les choses. Moi, je pense qu'ils ne sont pas tous embarqués, mais ceux qui ont compris la puissance du sujet, une fois qu'ils ont décidé d'y aller, ils y vont. Et comme on sait, les Américains, quand ils commencent à mettre les moyens, ils vont très très vite. Donc je pense que si on est en avance sur ce sujet-là, les États-Unis vont nous rattraper très rapidement. Et pour revenir un petit peu en arrière, le contrat BARDA et l'industrialisation du produit, aujourd'hui concrètement aux États-Unis, vous en êtes où ? Est-ce que... il y a le dossier dont on parlait, mais donc il est pratiquement terminé. Oui. C'est une échéance à combien de temps ? Alors là, on est sur vraiment les derniers pourcentages pour compléter le dossier. Après, on va mettre le dossier dans une espèce de grosse boîte aux lettres de la FDA, donc la Food and Drug Administration.
Normalement, on devrait aller sur une instruction du dossier un peu plus rapide que les produits, on va dire, classiques, puisqu'ils ont déjà été impliqués depuis 3 ans dans les discussions avec l'intermédiaire, la BARDA. Donc ils connaissent un peu le produit, parce que là, je vous fais une injection, c'est super rapide. Notre produit est quand même assez technologique, assez complexe. Il y a 30 composants qui sont vraiment chacun là pour une bonne raison. Et c'est pas facile, c'est une innovation. On n'a pas d'aiguille, donc il faut expliquer tout ça aux autorités. Donc la BARDA est un très bon traducteur de toute notre technologie. Donc ça peut être, nous on dit 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, donc c'est 2026. La voie rapide. Et pendant tout ce temps-là, il va commencer. Notre objectif, ça va être de produire pour finalement livrer la BARDA. Parce que être coté en bourse sans produit, c'est bien. Mais quand il y aura le produit, qu'est-ce que ça va changer pour Crossject ? Après, aux États-Unis d'abord, puisque ça va commencer par là. Ça va changer, on va changer de dimension une nouvelle fois. Dès qu'on commence à avoir du chiffre d'affaires, on est déjà beaucoup plus crédible. C'est quoi le chiffre d'affaires de Crossject aujourd'hui ? Il n'est pas terrible. Non, on va pas en parler. Joker. Bon Joker. Oui, j'ai droit à un Joker. Oui, j'avais dit Joker. Non, et après il est publié, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui ferait rêver ni les actionnaires ni les financiers. Là, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on... Je vais jouer l'intervieweur intéressé. À partir de quand il faut que j'achète des actions ? C'est ça, j'ai pas le droit de trop donner de conseils. Mais je plaisante. Mais ça peut être une bonne opportunité sur un produit qui forcément demain, et je vous le souhaite, sera un produit phare. Moi, les actionnaires avec qui j'échange, c'est qu'ils sont embarqués sur le projet aussi. Oui, forcément. Ceux qui financent, ils y voient l'intérêt derrière. Oui. Ils ne financent pas gratuitement. Oui, mais il y a beaucoup d'actionnaires qui sont vraiment passionnés par le sujet, par soit le fait de sauver des vies, de soigner, de rendre le geste de l'injection plus facile. J'en suis convaincu. Au-delà de faire d'avoir des actions qui montent. Même si c'est important. On va peut-être parler un petit peu de leadership et d'engagement humain et féminin. Aujourd'hui, Crossject, Xavier Castano, qu'on voit un peu partout dans les organismes divers et variés, pas plus tard que la semaine dernière à la Rêve du MEDEF, dans une table ronde sur la RSE d'ailleurs, c'était ça, la mobilité. Et donc la mobilité dans l'entreprise pour le coup, parce que je pense que c'était ça le sujet. Non, c'était la mobilité pour venir travailler. Oui, dans l'entreprise, mais vers les salariés. Donc l'idée c'était de témoigner de comment vous agissez dans l'entreprise Crossject. C'est ça. Comment on avait pris le sujet. Bon, j'y étais, alors du coup j'ai un peu écouté quand même. Merci. Voilà, donc être un modèle pour les jeunes entrepreneuses, ça vous fait quoi ça vous donne quoi comme impression ? Alors, moi, je ne prétends pas être un modèle. Moi, je trouve que si. Après, c'est... Parce que c'est une belle aventure de vie, quand même. Ça. Oui, mais c'est ce qu'on voit, en fait. Moi, j'aime bien raconter l'histoire Crossject, partager un peu l'aventure, qu'on fait des retours d'expérience quand on témoigne. Et comment tu vis ce rôle un petit peu, déjà, chef d'entreprise, impliqué dans un produit phare, avec forcément une visibilité et un regard porté par des tas de jeunes femmes, etc., etc. C'est quand même, il y a une fierté derrière tout ça. J'irais peut-être pas jusque-là. Pour moi, c'est naturel finalement, c'est de partager, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. De répondre à des questions, même si c'est pas forcément au début de l'échange qu'il y a des questions. Je fais ça pour aussi transmettre et puis encourager, puisqu'on sait que les filles se posent pas mal de questions sur leur avenir professionnel. Voilà, après, c'est ça. de dire c'est possible, je pense que ça lève des freins. Les jeunes aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Donc avoir des exemples. Ce que j'aime bien, moi, c'est généralement répondre, arrêtez de vous poser des questions. Mais parce que si on se pose trop de questions, on prend jamais de décision, parce que à chaque fois on trouve un contre-argument et finalement on perd certaines opportunités. Vaut mieux foncer et puis après qui vivra verra, quoi. Tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, les jeunes d'aujourd'hui. Après, si on le verbalise, on sait que des fois juste de dire les choses ou de poser des mots, ça peut. Mais c'est bien, ta réflexion. C'est ce que je fais. J'aime beaucoup ta réflexion. Il faut agir, il faut y aller. Donc ça, on aimerait l'entendre beaucoup plus souvent. Moi, à 27 ans, quand Patrick a dit on crée Crossject, on y va.
Moi, j'y vais pas sans Xavier. Moi, j'ai dit, allez, on y croyait et on a dit, on y va. Mais si ça dure 6 mois, ça dure 6 mois, on part à la voiture. C'est une rencontre que tout le monde ne fait pas tous les jours, parce que c'est une rencontre exceptionnelle. D'avoir rencontré un homme, alors qu'une femme dans un monde d'hommes, c'est pas toujours évident. Oui, après, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas une question forcément de sexe, c'est une question de, vraiment, à nous deux, on fait un 360. Moi, j'ai plus un côté humain qui est pas forcément... quelque chose qui a fait que... Ah oui, mais moi, je pense que c'est plutôt cet aspect de se compléter. Après, c'est une rencontre. Parce qu'humainement parlant, c'est une superbe aventure de vie. Hein. Ah bah oui, ça c'est... moi, c'est un peu ce que j'ai senti. Je me suis dit, une idée comme ça, un projet comme ça, on n'en croise qu'un dans sa vie. Donc autant, c'est exactement ça. Autant aller jusqu'au bout et voir là où ça me mène. Alors, on approche un peu de la fin, mais quel conseil tu pourrais donner à une femme qui hésite à se lancer, qui voit tout ça d'un côté un peu angoissant, où je mets les pieds, etc., etc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Après, je trouve aussi ce qui a guidé pour plein de décisions dans ma vie, c'est la passion. En fait, quand on a une idée, c'est important le mot passion. Oui, c'est important parce que finalement, ça libère un peu de l'énergie. Puis j'ai le cas de quelqu'un qui vient de changer de direction là, il n'y a pas longtemps. Son idée, c'est tous les matins quand elle se levait, tous les soirs quand elle se couchait, c'était le premier truc ou le dernier truc à laquel elle pensait. Donc à un moment donné, quelque part... Une sorte de méthode couée. Ça prend tellement la tête qu'elle se dit, j'ai pas le choix, il faut que je teste. Faut y aller. Faut y aller, et puis après... On se pose plus de questions. Voilà, c'est ça. C'est pas se poser de questions en fait. Ouais. C'est important comme message, hein. Pour moi c'est le message le plus important pour les autres. Et j'ai vu que tu faisais référence à l'ère d'Hamilton, donc qui est un surfeur émérite qui doit avoir pas loin de 60 ans aujourd'hui. Oui, il est en pleine forme. C'est un bel homme en plus. Il fait beaucoup de sport. C'est un bel homme. Je me suis permis de me renseigner un petit peu sur le personnage. Et pourquoi cet homme? En fait, j'ai vu un reportage il y a quelques années qui m'a fascinée parce que, et c'est à toute proportion gardée, c'est un peu ma façon de vivre, c'est de tester des nouvelles idées, de tester des nouvelles choses, comme on dit, d'être out of the box. Et dans le monde où on est là depuis post-Covid, c'est vraiment, on voit qu'il y a de plus en plus d'adeptes de cette façon de choses, puisque tout bouge de toute façon. Oui. Alors il faut essayer à son rythme et à sa façon de bouger pour trouver sa place et pour trouver des nouvelles façons de vivre ou d'expérimenter, puisque c'est plus la peine de s'accrocher, on perd plus d'énergie qu'on en gagne. Donc voilà, lui il a changé complètement le monde du surf, mais vraiment de A à Z, il a fait ses planches, il a testé la mer de façon complètement différente, tout le monde le regardait comme un fou, et finalement c'est lui qui a l'idée tout ce petit monde et qui maintenant... c'est un leader. C'est un pionnier, un leader. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une thématique, c'est pas une thématique... c'est important, mais c'est pas un sujet... il a vécu sa passion. Oui, voilà, il a suivi sa passion. C'est pas un sujet un peu... Après, on peut prendre des leaders sur l'informatique, maintenant sur des sujets un petit peu plus sérieux, et c'était pas si ancien, quoi. C'est comme quoi on peut quand même changer le monde actuel aussi, en testant des nouvelles choses, en allant au bout de ses idées. Voilà, très important, en allant au bout de ses idées. Eh bien, écoute, j'aurais encore 1 millier de questions à te poser et on pourrait échanger encore pendant des heures, parce que tout ça, c'est très intéressant. Si tu pouvais échanger avec une autre personne de la RSE, de l'innovation, tu pourrais me citer quelqu'un qui te plairait de rencontrer et d'échanger sur tout ce qui te passionne? Quelqu'un de connu. De connu? Si possible. J'aime bien les gens aussi avec qui on pousse la réflexion un peu loin. Alors des fois, il y a des gens qui n'ont pas cette dynamique, mais des fois, en poussant le curseur très loin, on trouve une solution entre deux qui est plus facile à mettre en place. Tu penses à qui là? Et je pense à Marc-Antoine Séris, qui est vraiment, lui... Le monsieur du cabinet comptable. Oui, c'est ça, le monsieur de chez Canovia, qui était à la table ronde aussi. Tout à fait. Il est vraiment extraordinaire parce que il va très très loin, il prend tout un tas de données, j'ai l'impression que c'est un petit peu une IA à lui tout seul, et il pousse les barrières très très loin. Et c'est très intéressant d'échanger avec lui parce que... Tiens, tu vois, je vais renoter son nom.
Il va me laisser. Bah, je sais pas, non, il aime bien Non, mais dis-moi, partager c'est ses intéressant. idées. Je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert. Oui, ah bah oui. Marc-Antoine Séris. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Bah de rien, merci de Franchement, ton j'étais accueil. ravi de passer ce moment avec toi. C'était super sympa. Et comment je dirais, j'y retiens son nom pour éventuellement l'inviter. Ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Ah bah il y a une esthétique qui est vraiment intéressante. Les couleurs, les... Non, Très sympa, c'est sympathique. Oui, Très puis sympa, c'est très très lumineux, central. très central. Ouais. Ouais. Eh bien écoute... Je valide. Tu valides. Eh bien écoute, nous on les remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette interview et on espère d'ailleurs revenir un de ces jours, pourquoi pas faire une deuxième séance. Je vais te souhaiter tout le bonheur du monde et toute la réussite du monde pour ce beau produit et je te dis à très bientôt sur une table ronde Cap Nord 30 ans. À bientôt. Merci. À bientôt.